anciens IAE, mais ensuite pas que, puisque nous ont rejoint des gens qui ne sont pas du tout IAE. Nous deux, les premiers administrateurs, sommes des anciens. C'est quoi IAE? C'est l'Institut L'administration des entreprises, mais tout le monde ne le sait pas. Ah, alors c'est l'intelligence artificielle entrepreneuriale. Vous proposez déjà ça il y a 30 ans, facile, c'est ça? Il y a 50, 60 ans. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle entrepreneuriale, on a déjà étudié ça, donc nous, dans les années 80, 70, donc vous voyez qu'on avait de l'avance. Donc depuis, on avait presque oublié, mais alors on s'est demandé si on avait créé une association comme les alcooliques anonymes, donc des intelligents anonymes. Mais on a dit tout ceci pour réagir éventuellement contre ou pour l'intelligence artificielle. Ou alors il y aurait eu deux clans, comme à l'Assemblée nationale. Là, on aurait eu les gens pour et les gens contre. l'Assemblée nationale? Hein? Oui, maintenant il y en a 34, mais bon. C'était de la même manière que tous les autres. Et si au départ on se disait peut-être qu'on ne fera pas ce thème, parce que vous recevez tous les jours des, je suppose, des invitations, des propositions de participer, soit à des réunions, soit à des approches, on va dire, purement par Internet. Mais dans tous les cas, je suis sûr que vous recevez au moins un avertissement chaque jour sur l'intelligence artificielle. Alors, comme c'est pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et comme le chiffre 4 apparemment est intéressant pour nous, on a fait aussi déjà 4 forums, mais en 12 ans. Donc, on a été un peu interrompu par ce cher Covid. Et 2 mois, un café, donc avant Noël, vous aurez un autre café, et puis après, à la rentrée, etc. On ne traite pas donc des éléments qui sont aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, et je laisserai la possibilité à Bernard de s'exprimer là-dessus. Mais on va peut-être, et comme vous le voyez, utiliser l'intelligence artificielle même dans nos prochains sujets, qui porteront peut-être sur la numérisation justement des TPE et PME, sur la facture électronique. Vous voyez, c'est quand même des sujets sur lesquels on peut s'aventurer, puisque c'est beaucoup d'actualité, mais ça présente aussi l'avantage de pouvoir illustrer peut-être l'utilisation de l'intelligence artificielle dans certains domaines. Voilà un petit peu comment on va raisonner, et je scrute aussi notre ami Bernard pour savoir s'il va bientôt être opérationnel. Sinon, je peux, et il le sait, je peux nourrir effectivement pas mal d'explications sur la hausse des PME. Nous avons l'intelligence artificielle qui est utilisée autour de Jérémy, à ne pas confondre avec Gémini, donc c'est Jérémy, et une intelligence artificielle qui existe de façon antérieure au niveau de ce qu'utilise Carole, comment ça s'appelle déjà le logiciel? Je prends les chèques, c'est moi le trésorier. Est-ce qu'on peut régler par virement? Par virement aussi et par carte bancaire. Voilà. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Ah si, je parle il n'y a que les chèques restaurants que je prends pas. 44e édition sur l'IA, comme vient de nous dire Gérard, et qui en fait, nous disions, nous gentiment, est-ce une inintelligence artificielle? Nous allons un peu travailler là-dessus. Donc, l'idée que nous nous sommes donnée, comme disait Gérard, nous n'avons. Le groupe n'était pas favorable à travailler sur l'IA. Pas unanime. Disons que c'est un peu comme, vous savez, cette histoire de la peine de mort, là, et puis il y en a un dans le groupe sur les 12 qui ne veut pas, ou sur les 13, j'étais un peu celui qui disait moi je veux, et les autres. Et donc l'idée c'était de vouloir traiter à ce moment-là ce sujet dont on nous rebat les oreilles, qui, à mon grand sens, était devenu totalement incontournable dans ce que la perception que j'en avais, mais que je ne savais ni expliquer, ni comprendre. Et quand j'en parlais entre nous, je me suis aperçu qu'on était tous sur le même topo. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait une communication qui est vous n'y comprenez rien, et nous non plus. Bon. Alors, j'ai même dit, vous n'avez pas le bouquin. Bon, depuis moi
je mets l'intelligence artificielle pour les nuls et l'intelligence générative. Voilà. J'ai commencé à mettre un peu dedans, c'était tout à fait instructif. On va regarder. Alors déjà, il m'a expliqué que le grand était contenu dans le petit. Oui, C'est c'est ça qui est intéressant. bizarre. L'intelligence, alors on y reviendra après, mais l'intelligence artificielle générative, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle au sens général. D'accord? Donc, mais comme quoi il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. Alors, j'ai déjà un petit souci. C'est que nous avons parlé tout à l'heure, c'est qu'il y avait deux intervenants et j'en ai un qui n'est pas là. Jonathan, je l'ai pas vu. Jonathan, je l'ai pas vu. Il apparaîtra sur le On va, je sais pas, je dois son numéro de téléphone. Jonathan. Donc, quelques questions. On voulait savoir qu'est-ce que c'est que l'IA. Parce que comme on nous en parle dans tous les sens, la sécurité on entend la même chose, mais je ne sais pas quoi débrouiller là-dedans. C'est bon, ok, c'est l'IA, c'est une technique, c'est quoi, ça fonctionne comment? Et est-ce qu'on va pouvoir essayer de comprendre un peu tous ensemble comment ça fonctionne avec l'aide de plusieurs personnes? Voilà. Est-ce que ça s'adresse à beaucoup de gens? Ça a des gens avertis, à des entreprises, ainsi de suite? Bon. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des gros moyens à mettre en œuvre ou pas du tout? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Voilà. Pour l'utiliser, bien sûr, nous, dans notre approche, c'est pour l'utiliser dans l'entreprise que l'on regarde cette affaire. Mais après, il est certain qu'au fur et à mesure des échanges, on va pouvoir quand même, je pense qu'on pourra décliner sur des questions individuelles. Voilà. Est-ce qu'il est possible de maîtriser ces dérives d'usage? Parce que j'ai encore entendu l'autre jour que l'IA avait, comment on dit déjà, des hallucinations, merci. Voilà, et donc moi je suis intéressant qu'un truc qui est théoriquement mathématique, algorithmique, peut avoir des hallucinations. Si la machine se met à avoir des hallucinations, on commence à avoir un peu de voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, comment ne pas se laisser déborder par cet outil? Parce que l'intérêt d'un chef d'entreprise, c'est de gérer son entreprise. Et s'il n'a pas la maîtrise de tout, il ne peut pas gérer. On le voit d'ailleurs dans ces contextes aujourd'hui politiques et géopolitiques. De voir l'incertitude qui règne et tous les patrons d'entreprise qui disent comment je fais. Voilà. Donc c'est ça qu'on voudrait aborder tous ensemble, au moins pour cette première session, parce que en fonction de ce que l'on va faire et ce que l'on va voir, il est possible que nous essayions de décliner notre sujet sur des cas concrets dans le courant de l'année. On va regarder. Alors, nous avions donc demandé à deux personnes de venir nous rejoindre. Donc Pierre Massotte qui est là, merci Pierre, voilà, président de l'innovation constructive. Donc merci Pierre d'avoir accepté de venir. Nous devions avoir Jonathan Dos Santos, fondateur de Ruby Chain, spécialiste de l'IA, automatisation et transformation digitale, à qui je vais téléphoner là tout de suite, au moment 2, parce que c'est théoriquement lui qui devait commencer, pour dire un petit peu ce que c'était que l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut l'appréhender. Mais peut-être que notre ami Pierre va pouvoir reprendre un peu. Comme je l'ai dit, la question n'est pas de savoir, n'est pas de faire une conférence, c'est d'échanger. Il y a peut-être des gens d'entre vous d'ailleurs qui savent déjà, qui manipulent déjà. Qui manipule déjà des outils d'intelligence artificielle? Alors avant de leur faire le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et tous les jours. Averti, débutant, balbutiant, averti. Balbutiant. C'est intéressant. Débutant. moyen. Professionnel. Qui en barboteuse. Donc ça, c'est d'où l'idée que comme on est un public extrêmement varié, c'est sympa que ceux qui l'utilisent beaucoup puissent faire participer le reste de l'assistance de leur expérience, que ceux qui ne l'utilisent pas n'hésitent pas à dire il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, je dirais les candides sont les bienvenus, de dire quelles sont vos appréhensions pas au sens de peur, d'anticipation, d'accord. N'hésitez pas à en parler là-dessus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur un plan purement et simplement de fonctionnement, je vais vous demander de faire ce que nous n'avons pas fait. C'est-à-dire d'abord de dire, surtout si c'est la première fois que vous prenez la parole, comme nous enregistrons à travers Jérémy, qui est Jérémy AI, qui est une intelligence artificielle et qui nous permet de faire nos résumés de nos réunions de manière plus automatisée et nous avons une trame que nous retravaillons. Donc, quand vous prenez la parole pour la première fois, donnez vos noms et vos prénoms. Et notamment, moi, c'est Bernard Nicolo. Voilà. Et avant, c'était
Gérard Martinez. Voilà, merci. Donc à ce moment-là, on espère que Jérémy pourra mettre une tonalité sur des mots au fur et à mesure des interventions. Donc au moins la première fois que vous intervenez, merci de signer votre nom et prénom. Je continue à dire qu'en plus, comme vous ne l'avez pas compris, nous n'enregistrons pas à travers YouTube, d'accord? Et que donc nous n'avons pas besoin de votre autorisation pour enregistrer tout ce que nous disons ce soir, et nous vous remercions de votre active participation. Donc je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le data science. Ce sont des tâches statistiques. Et donc il ne faut pas non plus imaginer des choses terribles. Et puis après, comme j'ai fait des choses qui marchent à peu près bien, j'ai été académicien aux États-Unis, donc pas en France. Et alors on m'a demandé de déployer les nouvelles technologies au sein d'IBM. Comme j'étais à Montpellier, on a donc démarré sur Montpellier. Et puis, au bout de 2-3 ans, comme ça marchait, on m'a demandé de m'occuper et voilà. Donc, c'était toutes les usines européennes, il y avait aussi des entreprises du CAC 40, et puis il y avait aussi les Japonais qui étaient là, il y avait aussi le Delhi, il y avait des gens qui travaillaient, donc je pilotais tout ça. Et finalement, on a terminé à 92 personnes. Alors, c'est important, 92, parce que ça va servir au problème de financement. Parce que j'étais dans l'innovation. Et même quand il s'agit d'innovation, j'avais des comptes à rendre. Alors, les comptes, je les rendais à Paris, à la direction générale à Paris, mais ça voulait dire que tout ce qu'on faisait, bien sûr, nécessitait de s'organiser ici ou ailleurs, et ensuite de mettre en place, si vous voulez, ce qu'on appelle une façon de procéder, des pratiques, de façon à ne pas se planter. Alors pourquoi? Parce que même aujourd'hui, quand on parle d'IA, vous avez à peu près 25% d'échecs et vous avez seulement 19% des entreprises dans lesquelles vous avez des applications qui ont été étendues à l'ensemble de l'entreprise. Alors vous voyez que sur le plan de la maturité, on a encore beaucoup de travail à faire. Alors donc, ceci étant dit, j'ai commencé à faire bien entendu de la statistique, puis j'ai développé des algorithmes un peu bizarres. Alors il y avait des trucs qui s'appellent le recul simulé, c'est de l'optimisation, pas plus. On avait aussi des algorithmes génétiques, c'est pas compliqué parce que quand j'étais à Nîmes, j'ai aussi suivi un truc sur la biologie. Bon, et alors je me suis dit, mais le corps humain il est foutu. Ce qui nous fait fonctionner, ce qui nous gère, c'est l'ADN. Donc, comment ça se passe au niveau de l'ADN? Et alors donc, on a développé ce qu'on appelle des algorithmes génétiques. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Donc, j'ai quand même fait un certain nombre de choses, de mise en ruine, qui sortent du domaine classique de l'informatique. Alors, pour l'intelligence artificielle, retenez qu'il y a deux lettres, IA. Moi, j'appelle ça toujours, pour ne pas effrayer les gens, parce que les gens, vous savez, ils s'imaginent des monstres qui vont apparaître. Il faut simplement dire que c'est de l'informatique avancée, point barre. Donc, ce sont des applications informatiques dans lesquelles, dans le moteur duquel, il y a des algorithmes un peu spéciaux. On peut aussi utiliser des heuristiques, on peut faire des statistiques, etc., etc. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Alors évidemment, au niveau des résultats, on fait des choses bien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des outils, ce qu'on appelle l'IA générative. Et vous le savez, ces ChatGPT sont des outils comme Gemini et des trucs comme ça. Mais ces outils-là, ChatGPT, etc., on y travaillait déjà en 1980. Vous voyez? Et alors, ça a mis beaucoup de temps à se perfectionner. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous parle, vous avez des problèmes de vocabulaire, vous avez des problèmes de grammaire, et vous avez aussi des problèmes de sémantique. Et les problèmes de sémantique, c'est quelque chose qui est très difficile à manipuler. Vous savez, quand on dit les poules du couvent couvent, vous voyez bien que le mot couvent et couve s'écrit de la même façon, mais elles n'ont pas la même signification. Et pour apprendre ça à un ordinateur, c'est pas commode. C'est pas commode. Alors donc il y a des exemples comme ça
qu'il faut répéter. C'est ce qu'on appelle faire de l'apprentissage. Et comme ce qu'on fait, c'est pas génial, il faut savoir que pour former un outil comme ChatGPT, en général, on fait des initialisations à peu près tous les jours, tous les 2 ou 3 jours. Il faut quand même 1300 MWh. Vous voyez, c'est une centrale nucléaire. Et c'est pour ça, alors, on parle, donc je reviendrai, etc. C'est un peu brouillon ce que je dis. Hein. Et c'est pour ça que. C'était pas vous faire d'intro. Hein? C'était pas vous faire d'intro, donc merci. Et alors c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens maintenant qui sont en train d'installer des data centers dans la vallée du Rhône parce qu'il y a des centrales nucléaires ou alors dans le nord de la France. Donc pour nous, c'est une opportunité de voir des gens qui vont venir travailler en France et qui vont, si vous voulez, un peu nous tirer vers l'avant. Alors, ceci étant dit, donc l'IA, il ne faut pas psychoter, c'est pas grand-chose sur le plan, je dirais, théorique. Hein, et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de l'informatique avancée point barre. Voilà. Alors évidemment, est-ce que l'informatique avancée, c'est de la mathématique? Ah oui, alors il faut faire des mathématiques. Pourquoi? Parce que quand vous allez développer des algorithmes, il faut avoir fait des maths, ou un minimum de maths. Si vous utilisez des heuristiques, c'est quelque chose qui marche, mais qui ne se démontre pas. Parce que par expérience, chaque fois que vous avez un chat bleu qui arrive, automatiquement c'est un chat qui est exceptionnel. Voilà. Vous voyez, c'est des trucs de ce type-là. Donc, ces heuristiques, ça marche, ça ne se démontre pas, mais quand vous avez beaucoup d'heuristiques dans un programme, il faut quand même arriver à les trier, à les classer, à les ceci, à les cela. Et là, quand vous dites les trier, les comparer et les classer, vous faites des mathématiques, des statistiques, donc des mathématiques. Vous voyez? Alors, ce n'est pas le même type de mathématiques que lorsqu'on fait des algorithmes, mais ça relève quand même des approches mathématiques. Voilà. Donc, vous avez des stades, des choses comme ça, des heuristiques, des algorithmes, etc. Et puis, on pioche dans notre bibliothèque ce qui convient à un moment donné, compte tenu du contexte, pour développer l'application. Mais l'application, c'est une application informatique. C'est pour ça que des gens vous disent l'IA, c'est un outil. Et oui, parce que le résultat, c'est une application que vous allez utiliser sur votre ordinateur. Voilà. Une réaction déjà par rapport à ce que vous disiez. Une information un petit peu différente et qui date pourtant des années 80-90, où effectivement, puisque l'IA a été beaucoup développée et en premier lieu au jeu d'échecs. Oui, c'est vrai. Et dans le jeu d'échecs, ils ont perfectionné cette utilisation de l'informatique, certes, au niveau des calculs de ce qu'on appelle les variantes, mais pas que. C'est-à-dire, on a insufflé aux ordinateurs aussi le sens stratégique. Et ça, c'était beaucoup plus compliqué à faire. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, les meilleurs programmes, on va dire, sont supérieurs aux meilleurs joueurs, quasiment. On va vous dire là-dessus. Non, mais c'est vrai. Et donc, parce que ils ont insufflé donc à ces intelligences artificielles non seulement la capacité de calcul presque infinie, mais aussi le sens de la stratégie. Alors, ce qui me dérange, c'est qu'on applique un mot qui a créé un caractère humain quand on parle de sens de. Je pense qu'à ce moment-là, est-ce que l'on n'aura pas plutôt insufflé un système, je ne sais pas, je vais dire ça avec mes mots, d'arborescence qui permet d'aller plus vers là que vers là dans des situations? C'est l'arbitrage. Ça s'appelle un arbitrage d'un point de vue mathématique. Il me semble que ça s'appelle un arbitrage. Oui, et puis vous avez la théorie des graphes, c'est toute l'armée d'armes et dans les outils. C'est ça. Un ancien chimie transtat, j'ai ouvert une société WeChain qui permet de pouvoir aider les entreprises à se transformer dans le numérique avec de l'intelligence artificielle et tout ce qui est Web3 également. Et je suis conférencier, vous pouvez voir régulièrement. Web3, c'est tout ce qui concerne la blockchain. Donc on va parler Bitcoin, c'est beaucoup utilisé en banque, n'est-ce pas? Mais là, je nous en parlerai. Justement, on parlait aussi de l'exemple du jeu d'échecs, parce que c'était
la première intelligence artificielle quasiment qui a été utilisée il y a déjà 30 ans minimum. Et 97, Gaspard. 40. Regardez. Ça fait presque 30 C'est vrai par ordinateur. Et donc, à partir de là, à l'Université de Montpellier, on a participé, certains d'entre nous participent à des recherches sur l'intelligence artificielle appliquée aux entreprises, justement, et comme c'est l'université, aux enseignements, éventuellement aussi. Et j'ai découvert, enfin, il y avait une prof de maths qui connaissait un peu les échecs et qui a dit « Ah ben oui, les échecs c'est utilisé », et les gens étaient persuadés que c'était les capacités de calcul qui avaient été développées par ces machines, entre guillemets, alors que en se disant, ben justement, nous, au niveau des entreprises, ben, toutes ces capacités, on va les utiliser, et puis on gardera une partie qui va être la partie stratégique entrepreneuriale. J'ai dit, mais je vous mets en garde quand même, parce que, par exemple, vous avez pris l'exemple des échecs, mais aux échecs, il n'y a pas que les calculs qui ont été systématisés. Il y a, en fait, l'utilisation de la stratégie. Et en stratégie, maintenant, les meilleurs programmes dépassent quasiment les meilleurs élèves. Et donc, c'est qu'ils ont effectivement intégré dans leur réflexion et dans leur pratique, puisqu'ils jouent contre des humains, entre eux et contre les humains, ils ont intégré la stratégie. Et donc, ne croyez pas que la stratégie d'entreprise va rester pour les humains, et puis tout ce qui va être application uniquement pour effectivement les machines qui vont aider les humains à mettre en place l'opérationnel, et le côté stratégique sera réservé aux humains. Méfiez-vous, ça ne sera peut-être pas tout le temps comme ça. Patrice. Patrice Padilla. Dans le prolongement de ce que Gérard a essayé de dire, il y a le jeu de mots, qui est beaucoup plus compliqué à probabiliser, etc. Ça, c'est beaucoup plus de savoir, et en fait, c'est plus actuel. Pourquoi? Parce que c'est la Chine, en fait, qui est le concurrent peut-être à venir sur la scène internationale, il se base en fait sur le jeu de mots pour abattre les Américains, parce que c'est un jeu de long terme. En fait. Voilà. C'est beaucoup plus actuel. Les technologies, enfin les techniques qui ont été utilisées ne sont pas tout à fait les mêmes entre le jeu de Go Oui, et le jeu de Go. Tout à fait. Non, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est-à-dire, à un moment donné, on a atteint un truc, un palier, ça a été ça, puis on a continué à évoluer, et on a atteint un deuxième palier qui est le jeu de Go. Et maintenant, ça permet, toutes ces choses-là, notamment le jeu de Go, ça permet d'arriver à ce qu'on appelle la 5e génération de système intelligent, et qui consiste à traiter, alors parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est du matérialisme, il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que c'est programmable, c'est tandis que l'immatériel, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, la pensée, tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et alors, on ne sait pas faire, et je connais le problème, puisque moi je suis sur cette génération-là, on est en train de développer avec des équipes de recherche comment on peut faire pour modéliser les émotions, les sentiments, les patatines, Alors, permettez-moi, j'ai le souvenir de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ça ne me dérange pas. Par contre, est-ce qu'on peut reprendre moi, il y a un truc qui m'a interpellé, et j'en ai parlé avec Jonathan, c'est que c'est le sens que l'on donne aux mots, et notamment à l'intelligence artificielle dans nos pays latins. Et moi, le mot intelligence me dérange parce qu'il est sémantiquement lié à l'homme, à l'individu. Alors, Jonathan, est-ce qu'on peut revenir un petit peu, qu'est-ce que l'IA est-ce que... Non, parce que j'ai vu que vous êtes... Non, mais parce qu'on est parti un peu comme ça. D'ailleurs, on parlait d'I Bleu aussi, parce que je vois que monsieur a une chemise avec jeu d'échecs, donc je pense que ça pourrait intéresser. On prend de toute façon l'IA, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis en train de découvrir un petit peu la slide, et comment ça fonctionne, je pense que vous en avez déjà un petit peu parlé. Mais je tiens à dire une chose, et je dis ça d'une personne que je connais, j'ai eu la chance de travailler avec lui, c'est Julien, l'ancien cofondateur de Siri, je vous parlais, et qui disait une chose qui était très vraie, c'est que l'IA n'a absolument rien d'intelligent. D'accord? Et ça vient de plusieurs facteurs qu'on a tendance à croire que c'est intelligent, notamment du fait que le mot intelligence n'a pas la même signification en français qu'en anglais. D'accord?
Jusqu'à là, si on comprend que l'intelligence artificielle, vulgairement, c'est un algorithme statistique, on comprend qu'on est encore très loin devant. D'accord. Souvent, quand je suis confronté à des personnes dans certaines formations, on a cette peur qui revient régulièrement en disant que l'intelligence artificielle, en fait, c'est Skynet, c'est le découvert dans Terminator 2. Terminator, tout simplement. Et bien ça, justement, j'aime mettre un pied dans la fourmilière en disant que non, vous n'allez pas vous inquiéter. Tout à l'heure, on était en train de parler de singularité, donc un nouveau niveau que pourrait atteindre l'intelligence artificielle. Maintenant, on pourrait parler d'intelligence artificielle plus générale. Il faut bien comprendre ce que c'est et pourquoi on n'a pas à s'inquiéter aujourd'hui de ce que pourrait être l'intelligence artificielle dite générale. Déjà, est-ce que vous comprenez ce que c'est l'intelligence artificielle dite générale? Non? Alors, je reprends ça, oui. J'allais dire qu'en extrapolant sur quelques informations que j'ai pu glaner sur le fonctionnement en amont de la collecte de la matière première pour permettre l'alimentation, la gestion et l'utilisation des données. Et dans un article d'ailleurs que j'ai trouvé récemment, j'ai appris qu'en Afrique subsaharienne, je ne sais plus si c'est des gros producteurs de pétrole. Nigeria, etc. Il y a des entreprises qui se sont constituées, qui ont créé d'immenses hangars dans lesquels il y a des tripotés d'informaticiens payés à 1 ou 2 euros jour pour la collecte, le traitement, l'organisation, la répartition. Ça, c'est les 1 euro jour. Et les 2 euros jour, ce sont ceux qui, à ce moment-là, traitent ensuite les systèmes informatiques d'organisation des algorithmes, etc. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est d'abord... Sur l'intelligence artificielle générale. Pour moi, vous avez certainement pu en parler déjà de l'intelligence artificielle. Vous comprenez que l'intelligence artificielle, c'est uniquement un algorithme de statistique, c'est très en avance sur son temps aujourd'hui. Mais il faut savoir déjà que l'intelligence artificielle existe depuis très très longtemps. Si je vous parle de la Pascaline, ça vous parle? Non. Oui. C'est de l'intelligence artificielle. Le langage synthétique. Si je vous donne un numéro 3, 7, 8, 9, 1, que je vous dis fois 129. Est-ce que quelqu'un peut me le faire de tête dessus? Pascaline. La Pascaline. Donc déjà, ça va plus vite que vous sur un certain sens. Et c'était en 1956 la première intelligence artificielle qu'on a adaptée. Et ensuite, on a eu plusieurs hivers d'intelligence artificielle. On a parlé de développer un neurone, etc. Si ça, vous en avez entendu parler, c'est très bien. Mais la Pascaline, c'est un calculateur. Oui. Là, quand on parle d'IA, c'est d'abord de l'informatique. Artificial intelligence. Oui. Oui. La Pascaline, c'est une intelligence artificielle. Non, ce n'est pas artificiel. C'est un calculateur avec des machins qui tournent, des roues qui tournent. Et ça signifie quoi? Oui, mais bon, à la limite, disons que ça c'était pour donner un sens, on n'a pas la même, je comprends, il n'y a aucun souci. C'est un problème de définition, on n'a pas la même définition, mais sachez simplement que de gros experts disent que la Pascaline était l'invention de l'intelligence artificielle. Ouais, non, c'est exactement. Et ce qui est bien, donc je reviens à l'intelligence artificielle générale, concrètement, quand on en parle, il faut comprendre déjà ce qu'est une intelligence artificielle. Ce qu'on a un petit peu partout, que ce soit sur notre téléphone. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une voiture autonome, type Tesla. D'accord? Je prends le même exemple que mon confrère Luc Julien, qui, pour ce que c'est, une voiture autonome comme Tesla est capable de pouvoir conduire aussi bien et même peut-être mieux qu'eux. D'accord? Ce qui est dur à comprendre, c'est que c'est de l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, mais cette même intelligence artificielle, si on lui dit de jouer au jeu du Go, au jeu d'échecs, faire une poésie, faire de la cuisine, on sera incapable. D'accord?
Tout simplement parce qu'on l'a formé et qu'on a fait une expertisation de ce modèle, de cette intelligence artificielle, dans un secteur bien défini. Donc si vous comprenez, juste pour alimenter une intelligence artificielle qui fait de la voiture autonome, à votre avis, en termes de quantité d'énergie, qu'est-ce qu'il faut derrière pour faire tourner tous ces serveurs? D'accord? On parle d'une centrale nucléaire. Donc ça, c'est juste pour faire tourner avec le nombre d'utilisateurs qu'il y a derrière, une voiture autonome. Ok. Donc, peut-être qu'il y avait une réflexion dessus? Oui, justement. Encore une information que j'ai chopée sur les années normales concernant justement les voitures autonomes. Moi-même, j'ai une boîte à 4 roues, là, dans laquelle j'ai la plus grande confiance, parce que c'est moi qui la pilote entièrement. J'ai appris quelque chose. Alors, une Tesla, elle a permis avec et tout ce que vous voulez, qui a des feux, avec le chauffeur à l'intérieur, les portes bloquées et les soldats du feu, les pompiers qui ne sont pas arrivés à sortir le mec avant qu'il soit transformé en scène. C'est arrivé il y a 40 ans en F-25. Avec une F-25 il y a 40 ans, exactement la même chose. De pouvoir faire de la conduite autonome, peut-être sont dispo gratuitement à travers Google, qui a récolté 10 ans d'informations avec leur voiture autonome, enfin avec leur voiture et leur self-car. Ils les ont mis à disposition et de là en fait chacun d'entre nous peut aller regarder ces vidéos et voir ce qui s'est passé avec ces voitures autonomes. Et là on en voit une qui pour moi elle est excellente, j'ai pas la vidéo si on peut la montrer. En fait on la voit une voiture avec le safety car driver qui est au volant et d'un seul coup on voit la voiture qui en haut d'une montagne s'arrête. Juste à côté il y a un trottoir, il y a des voitures derrière, elle s'arrête, puis 10 secondes plus tard elle reprend. Elle s'arrête à nouveau, ainsi de suite. Et là on ne comprend pas trop, donc le driver reprend le volant et il repart. Et après, il fallait analyser un petit peu ce qui s'était passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste à côté, sur le trottoir, il y avait 2 individus. Et l'un des individus avait une veste. Et sur cette veste, il y avait un panneau stop. Et à chaque fois qu'il bougeait, la voiture, elle, voit un panneau stop, elle s'arrête. Et quand elle bougeait, du coup, elle l'avait plus et elle repartait. Donc ça, vous le savez tous. C'est-à-dire que vous et moi, dans la voiture, on aurait eu un débile avec un panneau stop sur l'épaule, on ne serait pas arrêté. La voiture autonome, elle s'est arrêtée. Parce qu'elle ne peut pas s'adapter si on ne lui a pas donné d'ordre. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ce cas-là n'existait pas dans son historique. Ça se passe, d'accord, c'est très dangereux. Une voiture autonome, ils ont fait le test, elle s'arrête devant le rond-point des drapeaux de l'étoile, elle ne bouge plus. Mais c'est trop de. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a les gestes pour y aller. On y va, tiens, allez, c'est bon. Et voilà, ça, nous, on est capable de s'adapter. Elle n'a pas de main, parce qu'elle n'a pas de main. Elle n'a pas de main, effectivement. Mais donc, du coup, il faut bien comprendre que. Oui. Moi, j'ai vécu un truc assez sympathique, soirée de jour de l'an où j'étais invité. L'un des propriétaires de Tesla tout à fait récente a mis la cucaracha avec la bagnole dans sa. Oui. Je l'ai vu, c'est incroyable. Elle allumait les feux, les clignotants, les machins, elle faisait du cinéma. J'ai des vidéos de ma Tesla qui fait ça. C'est la Tesla. C'est sûr. Oui, moi ça fait en 2021, j'avais la Tesla que j'avais pris en société, on avait déjà ça aussi. Enfin bref, je reviens déjà à ce qu'on disait, donc vous comprenez bien 2 choses. C'est qu'une intelligence artificielle n'a absolument rien d'intelligent. Je répète, faut ça. 2, cette intelligence artificielle n'a pas cette capacité que vous avez vous à s'adapter à l'inconnu. C'est l'artificiel. Je sens que tout à l'heure, ça avait levé le doigt, tu peux oublier quelque chose? Oui, c'était pour dire qu'il n'y a pas non plus que des conducteurs humains hyper intelligents. Totalement. Totalement. Parce que l'exemple que tu as pris, ça me rappelle jeune étudiant, jeune permis de conduire, avec ma 4L, sans intelligence artificielle dedans, comme moi. Je me suis retrouvé effectivement sur le rond-point de l'étoile.
collé au trottoir à l'intérieur et incapable de m'en sortir. J'ai dû faire 15 tours. Mais oui, mais maintenant, ça va mieux. Voilà. Et je vais reprendre quelque chose aussi. On a parlé d'AlphaGo. C'est très intéressant, AlphaGo. C'est la première intelligence artificielle qui a réussi à battre 3 fois sur 4 Lee Sedol, qui était l'ancien champion du monde en 2016. Donc ça, c'est ultra intéressant. Parce que cette machine, cette intelligence artificielle, elle a été développée pendant des années pour jouer au jeu du Go. D'accord? Mais elle ne sait pas faire autre chose. Elle peut jouer aux échecs, il me semble, mais elle ne sait pas faire autre chose. Par contre, du coup, à votre avis, combien elle consomme en énergie? C'était en 2016, c'était une petite intelligence artificielle qui était là pour jouer au jeu de Go. À votre avis, combien ça peut consommer? 440 kW. Bonjour Laurent Carbone. Voilà. 440 kW pour jouer face à une personne au jeu du Go. Vous savez combien consomme vulgairement un cerveau humain? 5 watts. 20 watts. Ah non, ça dépend de son web. Oui, à ce moment-là, on peut redescendre. Les IAE, c'est 20 watts. Là, on mesure l'efficience. Pardon? On mesure l'efficience. Beaucoup mieux, mais concrètement, on sait que quand l'énergie aujourd'hui, d'accord, c'est certainement l'un des problèmes qu'on risque d'avoir dans les futures années. Ça risque de limiter l'application des applications. C'est presque impossible aujourd'hui, surtout si on vous dit qu'en 2035, il n'y aura plus que de voitures électriques qui sont vendues. Une voiture électrique, c'est 8 kW qui peut être. C'est déjà rangé dessus. Oui, ça y est, c'est déjà terminé. Voilà, non, on est d'accord. Oui, c'est déjà fini. Juridiquement, pas encore. Ce n'est pas le fait que c'est nouveau. Et que dans quelques temps, comme toute nouveauté, les premiers ordinateurs, il fallait des maisons entières pour les pièces entières. Après, maintenant, on les a dans la main. Est-ce que ce n'est pas du fait de la nouveauté, cette énorme consommation d'énergie? C'est pas pour rien qu'aujourd'hui Microsoft a un Si chiffre vous permettez, au niveau de la consommation d'énergie, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce que pour l'instant, on travaille avec des circuits électroniques qui sont ceux qui sont pour minimiser les choses, ça consomme beaucoup de choses. Mais il faut savoir que les technologies évoluent et actuellement, on travaille beaucoup en termes de. Parce qu'on sera, avec les lieux de la biologie, on est en train de se rapprocher un petit peu des structures du cerveau. Et on sait maintenant mémoriser les choses avec quelques atomes. Donc, puisqu'on disait qu'il y a 20 watts qui sont nécessaires pour faire fonctionner le cerveau, on arrivera à stocker des choses et à les manipuler avec beaucoup moins d'énergie. Mais il faut changer le système de mémorisation des informations. Et on y travaille en ce moment, et il y a déjà des trucs qui existent. Voilà. Ah, mais là, Pierre, en 86, on avait déjà les mémoires à vue, mais ça n'a pas tellement donné grand-chose. Oui. Chez IBM, entre autres. C'est vrai. Mais si vous regardez la dernière machine d'IBM, 1986. Oui. Mais maintenant, si vous regardez la nouvelle machine qui s'appelle la Power 11, on a des terabytes, ça fait des milliards de données au niveau des mémoires de calcul, des mémoires temporaires, ce qu'on appelle les RAM, qui sont très économes en énergie. Ça, c'est l'étape intermédiaire. Et puis la prochaine étape, ce sera d'utiliser des cellules ou des trucs comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle les nouveaux. Mais notre collègue a raison tout à l'heure, parce que moi j'ai connu les IBM 34, c'était des énormes frigos américains avec 4 ampoules et puis des énormes ventilateurs. Quelques circuits imprimés. Mais les choses évoluent très rapidement. Et on va avoir une nouvelle singularité dans les 5 ans à peu près. Ça s'appelle la page du mort, on va en parler. Absolument. Ces machines, ce sont des réseaux neuronaux. Et dans les réseaux neuronaux, c'est effectivement beaucoup de matrices qui stockent des probabilités. Et dedans, effectivement, soit on a des grands ordinateurs, soit des ordinateurs un peu plus petits. On peut faire tourner sur son ordinateur chez soi une IA. C'est la consommation de son ordinateur. Et aujourd'hui, on a des opérateurs comme ceux qui fabriquent des téléphones, des montres connectées. Samsung a réussi à faire tenir une IA dans la mémoire d'une
Donc ça veut dire qu'effectivement, à ce jour, effectivement, ça bouge, ça évolue très très vite, mais néanmoins, pour arriver à ce résultat-là, ils ont dû modifier la méthode d'apprentissage des réseaux neuronaux. Voilà. Donc il y a vraiment cette différence changement. Mais c'est tout qui évolue. Le matériel évolue, le logiciel évolue, tout évolue, et la structure aussi évolue. Donc on est en train d'avancer de manière exponentielle, je dirais, oui, exponentielle. Et ce qui est important, si vous le remarquez, c'est que dans l'industrie, les cycles qu'on a vus, vous savez, il y avait le cycle du charbon, le cycle de l'acier, etc. Tous ces cycles sont en train de se resserrer. Et actuellement, on est dans le cycle des données. Quand on parle d'informatique, on parle de données. Donc on aborde ce cycle-là. Et dans 5 ans, dans 10 ans, on va passer à autre chose. On va passer, alors, on disait qu'on était data-driven, maintenant on va passer au mind-driven. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler en ce moment sur la possibilité de modéliser des informations comme les émotions, les sentiments, etc. Alors on est à cheval entre l'informatique traditionnelle et les neurosciences, la biologie, tout là, on en est là. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà des résultats. Bon alors, là je mettrai un petit bémol quand même sur la notion de sentiment. Je pense que le cœur humain ne sera jamais copié. Et on peut toujours associer des mots ou des pensées qui pourraient faire penser que, mais c'est toujours de la mimique, il n'y aura jamais de sentiment dans un ordinateur. Donc on peut mimer, on peut, mais on ne peut pas créer. C'est un débat philosophique. C'est bon ça. Et je vais procéder de manière très très simple. Au jour d'aujourd'hui, quand on est stressé, quand on reçoit une information de l'extérieur, on va générer des hormones. On sait que les émotions, ce sont des assemblages hormonaux. Alors, qualitativement, on sait que c'est comme ça. Quantitativement, on ne le sait, on ne sait pas encore bien le définir. Mais on sait aussi que les émotions génèrent des sentiments. Et on sait que les sentiments, plusieurs sentiments, alors à chaque fois c'est des combinaisons qui sont compliquées, et on sait que les sentiments vont générer par exemple l'amour ou la conscience. Et que la conscience, elle a un effet de feedback, elle est, je dirais, en relation très étroite avec tous les souvenirs. Moi je mets ma main au feu qu'il n'y aura jamais de conscience artificielle, pour la simple et bonne raison qu'une probabilité ne peut pas créer de sentiment. Et bien on en reparlera dans 20 ans. Avec grand plaisir. C'est très intéressant. Il y a plein de choses dont vous parlez, je suis en contradiction avec pas mal de choses, à savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir assimiler un sentiment, il faudrait être capable de comprendre totalement le cerveau humain. Ça ne fait pas encore aujourd'hui. Mais je peux comprendre qu'un jour, peut-être, comme IAG, aujourd'hui les plus grands experts s'accordent à dire qu'on n'aura pas d'intelligence artificielle générale avant 2045-2060, mais si ce genre de choses arrive, là, il y a une autre question qui se posera, et là on sort un petit peu de tout ça, et je vais vous poser la question, c'est ce que j'ai fait la dernière fois dans cette conférence, c'est à quel niveau on est un être humain et une machine. Et pour vous faire comprendre ma question, c'est si je vous change un bras par une nouveauté technologique avec un bras bionique. D'accord ? On ne voit pas que c'est un bras bionique, un petit peu comme un film de Smith avec les robots. D'accord ? Est-ce que là, vous êtes considéré comme un être humain ou une machine ? Par rapport au sentiment, on reste un humain, puisque c'est là qu'on dirige notre émotionnel. Par rapport à la machine, on pourrait dire que tout ce qui est technique dans notre corps peut être transformé via des robots. Super, aucun souci. Pour répondre à monsieur, oui. À ce moment-là, on est une machine. Donc si on change le bras, on est une machine. Non, une machine. Ah, pardon. Restons simples. Disons machine ou humain. D'accord ? Est-ce qu'on a les mêmes droits qu'un être humain ? Devrions-nous avoir que légal. Aujourd'hui, avec des prothèses à l'interne, on fait des totalement. Les Jeux paralympiques sont humains. Est-ce qu'il n'y a pas une question de perception de l'autre et de soi? Ben ça, justement, c'est pour ça que je dis que c'est un débat philosophique. Parce que je continue dans ma réflexion. Donc on est d'accord de dire que si on a un bras bionique, on est toujours un être humain. Aujourd'hui, on le sait déjà, on le fait déjà pour des transplantations de cœur humain. Ben, on peut y mettre en fait un cœur bionique, enfin un cœur qui permet de pomper à la place du cœur.
Voilà, donc on sait que très prochainement, on aura peut-être la capacité à pouvoir créer des cœurs qui seront robotiques. Est-ce que le fait de remplacer le cœur chez un être humain fait de lui une machine? Non, ça s'appelle la échange de part de pièces. Oui, la biologie actuelle qui était présente. On a eu un excellent professeur ici à Montpellier qui est un grand chercheur sur le télomère, vraiment sur le point de. Et le maître, et lui, il nous a dit qu'au point où ils en étaient actuellement, ils allaient pouvoir reconstituer carrément les organes de l'humain. Oui. Et surtout, c'est biologique pour affronter en fait la. C'est biologique. Inverser pas en pièces électroniques et c'est pas de l'électronique, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est réellement de l'humain. Mais il faut savoir, La biologie. une précision, parce que si vous permettez, c'est qu'il y a plusieurs laboratoires aux États-Unis qui prennent des souches humaines, qui les développent et qui font ce qu'on appelle des organoïdes. Vous avez une dizaine de laboratoires aux États-Unis qui travaillent là-dessus. Donc, sachant qu'ils mettent le paquet, parce qu'il faut quand même penser que nous, on met 6 milliards en milliards, en France, là-bas, c'est 700 milliards. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont sortir. Alors, là-dessus, ce dont on discute ici, si vous permettez, ça s'appelle l'éthique. On est dans l'éthique. Or, l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas en fonction de sa conscience personnelle. Donc, pour avoir, ça veut dire que c'est quelque chose qui change d'un pays à l'autre, d'une population à l'autre, etc., etc. Donc, nous, on peut avoir une certaine conception, une perception de la morale, de l'éthique et tout ça, alors qu'aux États-Unis, c'est pas pareil, en Afrique, c'est pas pareil, et en Chine, c'est pas pareil. Alors, il y a une conscience universelle, il n'y a pas que une Est-ce conscience. qu'on pourrait avoir la suite de son raisonnement? Parce qu'il a commencé à avancer quelque chose sans Non, mais le raisonnement, c'est qu'on ne peut pas remplacer le cerveau. Voilà. Ça, justement, assez drôle parce que si on continue à voir ce qui est en train de se passer, c'est de se dire que si je change l'intégralité du corps humain, je continue à être humain. Et là, on se dit, à ce moment-là, si demain, je prends un être que j'ai adopté, et que cet être que j'ai adopté, je l'adapte comme si c'était mon enfant. C'était vraiment de l'enfant bionique. Cet enfant-là, il grandit. Je lui inclus tout ce que je peux savoir, tout ce que je veux que mon enfant sache. Il grandit. Et au bout de 18 ans, je lui dis qu'en réalité, c'est une machine. Mais pour lui, il a la certitude d'être un être humain. Et là se pose la question, est-ce qu'il a les droits d'un être humain ou les droits d'une machine? Là, on rentre dans l'ère du transhumanisme, donc l'homme hybride, l'homme automatique, là, ça devient un débat politique. Totalement. Et ces Oui, questions-là. mais on est dans le domaine du rêve. Donc c'est une hallucination. Alors là, on a un problème parce que si on parle de sentiment, ce moment-là peut arriver aussi. Et donc, du coup, je reprends quand même sur ce que je disais avant de vous parler de tout ça, sur cette espèce de gros débat, de vous dire que est-ce que l'intelligence artificielle, une fois qu'elle aura une espèce de conscience, même si pour moi, elle n'en aura pas, attention, jamais bien poser ces questions-là, en sachant qu'aujourd'hui, on permet d'avoir des machines bioniques comme ce que permet de faire Tesla aujourd'hui dans certaines entreprises, donc on remplace l'humain par les machines, et surtout, dans la majeure partie des entreprises où Michel intervient, on ne le dit pas, mais on remplace de la masse salariale par... Je suis d'accord, il nous rattrape même sur tout ce qui est le dernier l'un va arriver. Actuellement, elle est l'intérêt de l'aide. Je vous le dis tout simplement, c'est que quand vous avez des programmes à développer, de l'informatique, des applications informatiques à développer, il y a des main-d'œuvre qui vont cher. Et donc on fait tout ça à l'aide. Pour vous donner une idée, il y a 450 000 personnes, on a 150 000 développeurs qui sont en Inde. Et donc l'Inde, ils ont dépassé le stade de la copie. Et la Chine a dépassé le stade de la copie. Mais il crée pour. Le jour où ils feront des développeurs, ça sera autre chose. Mais il fait déplacer un peu les Chinois. Aujourd'hui, vous voyez il ne faut pas les prendre pour des moyens. Non, attention. Si c'était comme ça existe. Attention, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on commence à avoir beaucoup de problèmes. Notamment, c'est pas pour rien qu'on a eu le clivage entre Trump et la Chine qui a dit qu'ils allaient rationner tout ce qui était
des matières premières, des pierres rares, merci. Et c'est pas pour rien que Trump a dit ok, on va augmenter de 100% les frais de douane. Est-ce qu'il y a une espèce de problématique qui commence à arriver, comme vous l'avez si bien dit? Effectivement, il passe de recopier à innover. Oui. À la fin du siècle dernier, un philosophe écrivain avait pondu un ouvrage qui s'intitulait Quand la Chine s'éveillera. C'est-à-dire, elle s'est éveillée. Le monde tremblera. La fin de la fin. La Chine, c'est un nouveau trembleur. Actuellement, quand vous regardez la physique quantique, par exemple, ceux qui sont en tête, ce sont les Chinois. Bon, on n'en parle pas parce qu'on est les meilleurs, les plus beaux, mais en gastronomie, ils ont 3 000 ans d'avance sur le 3 000 ans. Et vous avez un pays en ce moment qui est en train de monter, ou un continent qui est en train de monter, et je vous le dis parce qu'il faut faire attention, c'est l'Afrique. Parce qu'en Afrique, effectivement, on utilise de la main-d'œuvre pas chère pour contrôler les données dans les systèmes, etc. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même des équipes qui sont, je dirais, de très bon niveau. Et comme ils ont un taux de croissance qui est supérieur au nôtre, avec des scientifiques qui sont très bien, moi qui étais à l'école des mines d'Alès, je peux vous dire qu'on recevait des Africains qui étaient très bons et meilleurs que les Français. Et en plus, ils bossaient parce qu'ils avaient l'habitude de bosser. Alors il faut se méfier de l'Afrique. Mais ça, c'est comme. Ça tombe bien parce que géologie, on fait sur la réalité. En fait, on a notre propre QBA. Donc je vais vous dire exactement ce qu'on fait. D'accord? Une intelligence artificielle, n'oubliez pas, algorithme statistique, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de pouvoir deviner chaque token après token. Par exemple, ici, mon chat mange quoi? Du fromage, sur quoi? Sur une table. Peu importe. Là, on vient parler simplement du BABA. Qu'est-ce que ça peut servir en entreprise? À quoi ça va servir? Est-ce que déjà, parmi vous, il y en a qui l'utilisent en entreprise? Ok, vous l'utilisez avec quel outil? Qu'est-ce que vous utilisez quand vous parlez d'intelligence? Ok. Ok, création contenu virtuel, ok. Ça marche. Oui, mais tous VO3, etc. Comme c'est dans la relation humaine, c'est surtout ce qui permet de pouvoir rédiger, vérifier qu'on fait des textes correctement. Là, c'est dans une institution, donc c'est à la science interne. Mais voilà. Ok. J'utilise Perplexity. Perplexity Pro, j'espère. Voilà, non pas pro, mais ça me suffit dans ce que je fais pour tout ce qui est recherche de comité d'éthique. Là, je travaille dans plusieurs comités d'éthique, recherche d'informations précises, effectivement, pour pouvoir. Attention, c'est une petite astuce, hein, si vous voulez Perplexity Pro gratuit pendant 1 an, il vous suffit de connecter votre compte PayPal et vous avez le droit à 1 an gratuit de Perplexity. Mais de plus en plus, l'ensemble des applications IA deviennent de plus en plus gratuites. Ouais, mais attention, quand c'est gratuit, c'est que c'est bon produit. Voilà. Et ça et surtout là, on va s'attarder en fait sur ce qui se passe aussi en France, qui est un petit peu la norme, et je viens de pointer un petit peu ce que vous faites. C'est surtout que qu'est-ce qui est très important sur l'utilisation que vous faites de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui est le plus important d'ailleurs? Ça fait gagner du temps. Alors ça fait gagner du temps, d'accord, mais qu'est-ce qui est sensible alors? Je vais rester sur LinkedIn, ce qu'on y jette. Oui, la véracité des informations. Alors ça, on va parler d'hallucination. Mais alors ça, je lui donne des infos sur le contexte, sur des éléments institutifs, il va s'en nourrir en disant ça c'est un nouvel exemple. Et en fonction de sa réponse, alors oui, mais en fait je vous parlais de la problématique. La problématique, c'est la façon dont on formule les trucs. Je parle de data, d'accord? La data, c'est parce que nous, on va en entreprise, dans des petites entreprises notamment, c'est que la majeure partie du temps, on voit quelqu'un qui utilise ChatGPT, Copilot, en mettant les informations de vos clients, de vos collaborateurs, de toutes les datas qui peuvent exister, et vous les ingurgitez, vous les mettez dans ChatGPT. Est-ce que là, il n'y a pas un problème déjà? D'accord? C'est pour ça qu'on a les normes RGPD. D'accord? Et justement, nous, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a travaillé, on a développé un cube. Dans ce cube, pour ceux qui connaissent, on a 2 GPU, des 590, et ces 2 GPU, avec un processeur AMD, on permet une chose,
c'est dans une petite entreprise d'avoir leur propre serveur d'intelligence artificielle. D'accord? Donc ça, c'est simplement pour rectifier certains problèmes qu'on peut y rencontrer. Maintenant, à quoi ça peut servir? Ça, c'est intéressant. À quoi ça peut servir d'après vous? Donc j'ai entendu gagner du temps. Mais comment? Comment gagner du temps? Automatisation des tâches. Automatisation des tâches. C'est pour ça qu'ici, on a mis plusieurs couches sur notre serveur, et il y en a un qui est hébergé avec une NUTM, où on fait fonctionner des automatisations. Donc automatisation, ça veut dire quand même une chose, ça veut dire qu'on est capable de se connecter en API, donc à travers nos softs, nos outils, et qu'on peut faire des tâches automatiques quand il y a une activité quelque part. Vous recevez un email, très bien. Notre serveur va être capable de pouvoir analyser l'email, comprendre quel est le sujet de cet email, et va pouvoir l'envoyer, ou même pourquoi pas, commencer à travailler dessus, à votre place, et préparer un espèce de brouillon qui vous sera destiné. Mais c'est la même chose que ChatGPT. Donc, ce que vous faites, il y en a beaucoup qui le font encore une fois. Vous prenez votre email que vous venez de recevoir, vous le mettez dans ChatGPT, vous regardez ce qu'il vous dit, vous répondez avec. C'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Ici, on a un serveur qui fonctionne avec une IA en local, avec un serveur d'automatisation en local, et qui est capable de pouvoir répondre ou faire un brouillon, de dire ok, est-ce qu'on envoie ça ou pas? Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Pour une assistante, c'est énorme. Mais il y a un truc qui se joue. Et c'est là où on pourrait parler d'hallucination. Hallucination, c'est le fait que une intelligence artificielle se trompe. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu une réponse qui était totalement fausse de ChatGPT? Une question Moi j'ai une question clé. Oui. La question clé que j'ai fait une fois, j'ai demandé qu'est-ce qu'était l'inintelligence artificielle. Il n'a absolument pas compris la question, il a répondu sur l'intelligence artificielle. J'ai dû la reposer une deuxième fois, mais pas en majuscule. Je vous répète, j'ai demandé sur l'inintelligence artificielle. Et là, la deuxième fois, il a compris. C'est parce que lui, il doit comprendre en fait le prochain token à en venir, les tokens que vous avez fournis. Ici, mon chat mange quoi? Là, pour lui, il ne comprend pas. Parce qu'il se base sur une connaissance qui, et ça pose un problème, mais ça, on en parlera plus tard, qui est qu'est-ce que permet, comment avance, comment se fournit, comment se nourrit l'intelligence artificielle? Eh bien, on parle souvent de renforcement. Donc OpenAI dit que c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. Surtout que quand vous regardez l'utilisateur ici de ChatGPT, vous avez un pouce vers le bas et un pouce vers le haut. D'accord? Ça sert à quelque chose. Maintenant, imaginez, et c'est là où on pourrait revenir à un univers, quelque chose que nous exclure. D'accord? Bien, imaginez simplement qu'il y ait 2-3 personnes qui ne sont pas très futues, il faut le dire, et qui décident que la réponse de 4 plus 4 égale 8, ça leur convient pas. Pour eux, ça fait 9. D'accord? Si on a beaucoup plus de personnes qui se disent que la réalité des choses, c'est que ChatGPT, quand il me donne une réponse, c'est que c'est la vérité. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est une étude qui a été menée à travers nos apprenants, nos étudiants, tous ceux qui sont au collège, tous ceux qui sont à l'école, parce qu'eux, ils utilisent déjà ChatGPT. Et quand on leur donne une réponse sur un devoir, et que ChatGPT se trompe, pour eux, c'est vrai, c'est ChatGPT qui l'a dit. J'ai lu quelque chose sur une vidéo d'un expert que c'est peut-être qui a pris l'exemple de devoir sur Twitter. Oui, ça part. Et en moyenne, un élève de 6e, 3e, il devait rendre un devoir sur Twitter. En moyenne, il y avait 7 à 12 erreurs en moyenne sur la copie. Et les choses, il n'était pas mis au bon endroit. Oui, c'est sûr. Les erreurs, pas des petites erreurs. Parce que si on lui pose une question par question, il va répondre, il va arriver à s'en sortir. Mais quand on devoir complet, il arrive. Ça, c'est les dangers de l'intelligence artificielle. Et c'est là où je pense qu'il faut quand même maîtriser ces sujets avant de se servir de l'intelligence artificielle, parce que sinon on se noie et on n'y arrive pas. Comme dans une entreprise, ça doit être un assistant, quelque chose qui va vous aider. Comme un outil. Autre sujet aussi, pour en utiliser quand même beaucoup, surtout en image et en vidéo. Oui. Les intelligences artificielles aussi, elles ont été faites, si vous l'avez oublié, par des êtres humains. Et donc elles ont des biais cognitifs avant, idéologiques,
politique, de parti pris. De parti pris, et c'est parfois assez flagrant. Il faut aussi être capable de les identifier, de savoir en gros. Ben, on a des d'un côté il y a Musk, de l'autre il y a du Cornell. Voilà. Pour caricaturer, pardon. Ils sont pas bien tous les deux. Voilà, mais les deux opposés, il y a les deux. Donc l'intelligence artificielle n'est pas de prix. Voilà, c'est pas la vérité, c'est pas une vérité. Oui, je suis d'accord. Non, il faut être capable. Alors, c'est pour ça que moi, je voulais juste préciser un truc, et puis disais que j'étais vraiment balbutiante, puisque j'apprends à l'utiliser, et donc je réapprends à poser des questions. Mais pas plus en empêche, c'est depuis 2024. Et ça, c'est faux. Pardon, oui. Je peux rajouter un exemple? Oui, c'est sûr. À Berkeley, ils ont fait une étude sur les étudiants de très haut niveau. Et ils ont séparé deux groupes d'étudiants, ceux qui utilisaient l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'utilisaient pas. Ils ont ensuite analysé le coefficient intellectuel de ces étudiants, et ceux qui avaient utilisé l'intelligence artificielle avaient perdu 20% de la capacité cognitive en 60 jours. Ça se voit notamment au niveau de l'activation cérébrale, on a pu justement brancher, et on voit très bien que les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle ont beaucoup moins d'activité cérébrale, ce qui est normal. Il y a un problème pour moi avec l'IA, c'est notamment le fait qu'aujourd'hui c'est devenu très accessible. C'est à la fois très bien et à la fois quand même. Oui. Là où je m'expliquais, c'est que par exemple, il y a l'image de ChatGPT, on lui demandait de taper, on a tapé un truc, ça va faire l'image. Les gens, en général, la plupart des gens se contentent juste de la première image qui apparaît. Pour moi, c'est pas la bonne méthode, mais ça, c'est un peu. Moi qui utilise une journée, je vois en fond et les commandes, c'est pas du tout les mêmes. C'est beaucoup plus technique. On parle même maintenant de JSON. Ouais, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué, et on parle même de. C'est un langage d'IA en fait. C'est ça. Il y a des métiers dans lesquels on forme. Moi, je donne des formations en IA, image et vidéo. Très bien. Métier de forme, si besoin, on a besoin de toi. Le fait que ce soit tellement accessible en fait, crée quelque part, enfin la porte d'entrée c'est à double tranchant en fait. C'est ça que je veux dire, c'est un piège. C'est-à-dire qu'en fait, c'est utilisé correctement, faut une formation, il faut quelque chose. Le fait que ça soit hyper facile d'accès, on a l'impression que c'est la balle de Pandore en fait. C'est ça. C'est le deuxième ou le troisième. C'est la sorte d'alerte. Pardon? C'est une forme de nationale d'alerte. Oui, et il vient chercher, et il vient checker l'avancement de la problématique. C'est-à-dire qu'il attend une réponse diplômée qu'on a formée au préalable en disant ok, quand c'est Solieri qui vous contacte, il va vous demander dans 2 heures où en est l'état de la chose. Et bien là, il est capable de pouvoir référencer ok, l'état actuel de la problématique dans le parking qui a conduit est en cours de résolution. Et là, je peux vous assurer que le plombier est présent et qu'il est en train de s'occuper de la résolution. C'est super par rapport à tous les clients qui appellent tous les quarts de seconde pour savoir où on est là-dessus. Exactement. Donc ça fait gagner un temps de. Exactement. Parce que là, on parle de la nuit ou du week-end. Mais concrètement, ça veut dire que quand même le gestionnaire de syndic, eh bien, lui, il n'a pas à s'occuper de ça. Il voit ce qui se passe, il peut intervenir, mais on n'a plus besoin. Oui. Et votre intervention, votre création, elle est viable pour une TPE où il y a une seule personne qui travaille? Je suis pas là pour vendre du blabla, d'accord? Si ça, tout dépend des PME. Ça faisait sens dans une agence de copropriété. Si on parle, on travaille aussi avec des personnes qui travaillent dans le marketing, qui sont 2. S'ils sont 2, ils n'ont pas besoin de ça, d'accord? Ils ont besoin d'outils. S'ils ont besoin d'outils, c'est-à-dire que on va chercher au plus clair. Par exemple, un serveur MQTT, ça coûte 8 balles à héberger sur un serveur, sur OVH ou peu importe. Et derrière, c'est du open to free. C'est-à-dire que si c'est pas commercialisé, on a le droit d'utiliser gratuitement. De là, on vient chercher, pardon. Oui, c'est open source, mais une open source, on peut la prendre, la bidouiller et ensuite revendre. Eux, ils l'interdisent. D'accord? C'est pour ça que nous, dans notre solution, en fait, on permet de rendre le matériel qui comprend la solution qui est gratuite. C'est comme ça qu'on trouve pas ces choses. Mais, concrètement, là, on se retrouve avec une possibilité pour une personne comme vous, comme moi, qui peut-être, vous avez qu'un seul employé ou vous êtes tout seul, de savoir à quoi pourrait vous servir l'intelligence artificielle.
Et bien l'intelligence artificielle, je vous invite, et là je fais vos promos, à me suivre sur LinkedIn ou sur ma chaîne YouTube. Je donne plein d'astuces, plein d'outils que vous pouvez utiliser d'abord gratuitement pour vous rendre compte si c'est utile ou non. Et un deuxième lieu, des outils qui vous correspondent le mieux dans votre activité. Ceux qui font le plus sens dans votre business. Ok? Il y a plein d'outils qui existent que vous pouvez trouver, utiliser à travers, comme on disait, le plus connu c'est ChatGPT, il y en a plein d'autres. Si je prends Compose.ai, si je prends Firefly quand vous êtes en réunion, etc., c'est plein de petits outils que vous pouvez utiliser gratuitement et qui vont vous faire gagner énormément de temps. Il y a des outils qui sont plus locaux que d'autres. Moi, j'utilise Mistral AI, par exemple. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. Mistral AI, ça sera bientôt plus français. Bien, ça va trouver assez belle. Et il faut savoir, c'est quelque chose que monsieur a dit et qui est très, très, très vrai. C'est qu'aujourd'hui, les données récupérées en Europe ne sont pas utilisées à travers ces intelligences artificielles. Et là, on peut même citer Mistral AI, qui a beaucoup de mal à engranger des informations en France, en Allemagne, etc. à cause de ces réglementations qui peuvent être dites nécessaires, parce que oui, pour protéger vos data, mais concrètement, quand vous utilisez ChatGPT, il fonctionne avec un cerveau américain. Si vous utilisez DeepSeek 2, vous l'utilisez avec un cerveau qui est chinois. Il s'occupe de ça. Et dans son organisation, alors peut-être que ce sera lui qui travaille tout seul, mais peut-être que si c'est une entreprise avec 5 ou 6 personnes, il va identifier un ou deux bonhommes qui sont portés un petit peu sur ces deux choses-là et qui vont constituer un deuxième pôle. Donc vous allez avoir deux pôles qui vont travailler ensemble et qui vont garder leur compétence et leur truc comme ça. Mais on va être obligé de procéder comme ça parce que le patron. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que le patron, déjà, il va commencer par ses solutions informatiques et du budget quand il a besoin de déléguer. Donc, il a besoin de déléguer, c'est-à-dire qu'il va prendre des gens qui comptent la tâche. Et donc, naturellement, vous allez vous trouver sujet par sujet, process par process dans l'entreprise, avec un interlocuteur différent. Et vous allez le voir, si le patron, il va arbitrer. S'il vous plaît. Bien sûr, mais le temps passe, et j'ai été bien séduit par cet exemple que vous avez donné de l'administrateur de biens, le syndic. J'aimerais bien un autre exemple qui ne soit pas rien que du workflow, c'est-à-dire il rentre un mail puis vous déclenchez quelque chose. Donnez-nous donc un autre exemple. On a travaillé sur non, pas sûr, j'ai pas encore parlé. Une personne BTP, rénovation. Rénovation, lui en fait, quand il va chez les clients, concrètement, il a cette connaissance. Ça fait 30 ans qu'il est dedans. Et il sait que quand il voit une cuisine ou une salle de bain de 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, il sait par rapport à l'état combien ça va coûter. Et il est venu me voir, on a mangé au Buffalo, là, juste à côté, entre la boucherie, merci. On a mangé à la boucherie il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a parlé de son outil qu'il voudrait avoir, parce que sa demande c'était ça. C'était j'ai dû savoir. Et en fait, moi j'en ai marre de perdre mon temps à devoir constituer un devis à chaque fois en sachant combien ça va coûter, parce que je sais que 3-4 mètres carrés, je vais avoir tant de placo, je vais avoir ci, je vais avoir ça. En fait, je fais quelque chose qui me le fait automatiquement. Donc, en fait, ce qu'on a commencé à lui mettre en place, c'est-à-dire, on a foutu un vocal. Donc, lui, il parle. Ok, ça, c'est une salle de bain, état moyen, 4 mètres 50, ok, madame veut une douche italienne, qualité-prix, moins cher. Et en fait, il cite tout ce qu'il sait qu'il aurait eu besoin dans un externe, c'est-à-dire, ok, j'ai toutes ces informations, je peux lui faire un devis comme ça. Et bien là, simplement avec un vocal, où il enregistre, il envoie l'intelligence artificielle est capable de pouvoir lui fournir un devis comme lui il l'aurait fait. Juste avec des informations que lui au préalable, il a beaucoup de temps à remplir, avec plein d'exemples, plein de devis, etc. Et encore, on a encore quelques petites erreurs dans ce qu'on a fait, mais il était ultra content de ça. Parce que derrière, on lui mâche le travail qui n'est pas le sien. L'administratif, il n'en veut pas. Et ça, on redonne le métier aux gens et on leur donne pas, on enlève
comment on appelle ça, la charge. Cette charge qui ne devrait pas être assiette. C'est possible. Pardon? Il n'y a pas de trace limite. C'est horrible. Et ça, justement, ça c'est le dernier que je pourrais prendre, c'est vraiment le fait de se dire, ok, maintenant il faut aller chercher tous les bouts, ça pourrait servir à quelque chose. Et bien là, au lieu d'avoir un petit assistant, quelqu'un qui écrit, là en fait c'est directement en vocal, j'ai mon assistant là, qui se trouve juste derrière, donc je lui parle, je lui dis, il me sort le devis, et en quelques instants il le reçoit par mail, et il peut lui donner directement au client. Ça déjà, je vais m'acheter 1 heure de travail. Tout ça, donc se libérer. Voilà, se libérer du temps. Nous, on ne travaille pas sur des outils qui sont déjà ultra performants, parce que je connais le mec qui a fait ça, qui est formidable, et franchement, ils avancent. C'est dingue comme ils avancent. Donc, oui, c'est possible, mais j'ai pas travaillé sur ces outils. Cet artisan, vous êtes capable, avec une image simplement, ou une vidéo, de faire la même chose sans qu'il ait à voilà. C'est-à-dire qu'il prend les métriques, on a travaillé sur des applications qui existent. Et il y a des applications qui existent, et nous on se branche sur ces API-là, et on commence les tests. C'est-à-dire que nous on l'a fait sur notre solution de syndic. C'est-à-dire que au lieu de le dire en vocal, et ben en fait la personne fait une photo sur l'endroit où c'est inondé, il l'envoie. L'application fait une géolocalisation de la personne, regarde que c'est bien un résident de la copropriété, et comprend que dans le parking, il y a une fuite, juste avec une photo. Donc l'analyse d'image, c'est possible, et nous on fait. On essaye, on travaille dessus là, sur l'application BTP, là, mais on doit utiliser des outils qui permettent de directement sizer la pièce, etc. On a quelques problèmes encore. Oui. L'État fait toutes les IA, il teste pas les IA, et je suis bien en fonction, voilà, je veux faire ci, je m'adresse à cette IA, je veux faire ça, je m'adresse à cette IA, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, vu que ça, il y a des outils IA qui sortent tous les jours. Donc en fait, honnêtement, toutes les plateformes que je connaisse donne des outils par section, en fait, sont toujours obsolètes au bout d'un moment. Ça bouge, ouais, ça bouge. Alors déjà, il y a ma chaîne qui donne tous ces outils. Et ensuite, ce qui n'est pas très bête, que j'ai entendu, c'est soit de demander à des experts, des personnes qui connaissent, vous passez 30 minutes avec une personne qui s'y connaît. Moi, j'adore passer du temps avec les gens. Et ça, honnêtement, si vous me demandez 1 heure de mon temps sur telle ou telle chose, je ne fais pas payer. Donc, vous me dites ça, je vous donne des premières idées. Je ne vais pas payer cher. Non, vraiment, parce que j'essaie de souvent, je dis ce que je fais aussi à côté, c'est que toutes les petites startups, les petites entreprises, etc., qui ont des petites difficultés, j'organise tous les 3 mois une journée complète où je donne 45 à 1 heure de mon temps, et en une journée, je reçois 9 à 10 personnes. 9 à 10 personnes, je passe du temps avec eux, je regarde comment c'est possible de pouvoir faire quelque chose, et au moins je fais avancer les choses, parce que je sais qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, c'est très compliqué pour nous. Pardon, oui. Bon, je te donne l'exemple de quelqu'un qui veut développer un modèle plus ciblé. Et dans votre cas, l'artisan doit faire des données, dans quelque sorte, faire des vocales et tout. Des vocaux, alors pas forcément parce que la reconnaissance vocale elle se fait. Là où c'est important, c'est d'avoir en fait des devis, des factures, et que la personne nous donne sa connaissance. C'est-à-dire qu'elle dise pour ce devis, pour cette photo, je sais que ça fait ça, pour cette demande, je sais que c'est ça, c'est tant de placo, c'est tant de ci, et voilà ce que ça facture, voilà ce que je facture en main-d'œuvre, etc. Il rentre quand même le prix. Bien sûr, parce que et Nextel, ce qu'on va faire, c'est s'aligner. En tout cas, le traitement de la donnée avec des modèles, des outils, des automatismes, et tout un tas de couches que l'on peut vous donner, ça peut s'adresser donc à tout le monde, ça va à toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Le tout est, comme on disait, de savoir mobiliser de la ressource, soit personnelle, soit externe, ainsi de suite. Mais en ayant quand même une vision claire de ce que l'on va en faire. Oui. Et juste
en conclusion, puisqu'il nous reste 3 minutes, sinon tout le système s'arrête, est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui dit attends, c'est bon, il me faut de la ressource, il faut que je réfléchisse, il faut que je passe du temps, j'ai 55 ans, dans 10 ans je ferme ma boîte, là, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il y a vraiment des risques à passer à côté encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des risques d'avoir de la concurrence? Qu'est-ce que vous en pensez? Le chef d'entreprise doit s'adapter en permanence et ça fait partie de la vie. Ça, c'est sûr. Je voudrais terminer par un exemple, simplement, puisque j'ai participé directement. Vous savez que dans le textile, il faut découper des fonds pour fabriquer des pantalons, des choses comme ça. Jusqu'à présent, c'était une entreprise d'Alès qui faisait ça. Et donc, on le fait à la main. Et puis, il y a des Chinois qui nous ont contactés. Et on a automatisé parce que vous savez, quand vous placez les choses, par exemple, si vous voulez faire des mains, vous pouvez très bien un peu les entrecroiser comme ça, pour faire le moins de tissu, comme ça. Voilà. Et bien, avec l'application qu'on a développée, on gagne 20%. Alors, cette application permettait de placer ces placements de forme de façon à maximiser l'utilisation du tissu. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pilotez une machine à laser et puis vous découpez automatiquement. Et c'est comme ça que les Chinois fabriquent actuellement leurs vêtements et qu'ils nous inondent parce qu'ils ont des prix de revient. Bien sûr, il y a la main-d'œuvre qui est moins chère, mais ils ont aussi évolué de manière très, très prononcée dans les technologies. Et ils font maintenant, ils gagnent 20% de surface sur le textile. C'est long. Et non. Et ça s'appelle chaîne. Et ça s'appelle chaîne. C'est super. Je ne parle pas de chaîne. Oui, je ne parle pas de chaîne. Parce que chaîne, ils doivent faire pareil. Mais Pierre, vous êtes déjà ça dans le temps. Mais on faisait avec des matelas, des ciseaux. Exactement. Vous avez les matelas. Voilà. Et voilà. Et avec tissu. Écoutez, merci beaucoup pour tout ça.